Ah, quel plaisir de se retrouver sur cette page immédiat. On va à nouveau parler ski et qui dit ski dit Marc Garcia, bien entendu. On va le retrouver. Il est chez lui, là-haut dans la montagne, et il va nous présenter tout de suite son invité. Bonsoir Marc, bonsoir Thierry Menet. Bonsoir Marco. Bonsoir les gars. Salut Franck. Alors Bisous Thierry. Salut Thierry. Encore un invité sensationnel, encore un invité que tu as connu quand tu étais jeune, hein, et pas si longtemps, Marco. Hein. Merci pour nous. Merci pour nous, exactement. Thierry Menet, alors Thierry Menet, il a une longue carrière qu'on va découper. Ouais. Alors Thierry Menet, pour ceux qui ne savent pas, Thierry Menet, moi je suis arrivé dans le sein de l'équipe de France, j'étais très jeune. Et Thierry, c'était les grands frères. Il y avait lui, il y avait Patrick Lamotte, il y avait Gilles Mazega, il y avait Philippe Hardy, Alain Navillot, et il faisait partie des... tu sais, quand tu es jeune, tu as toujours les grands. Michel Bion aussi, notre président de la Fédération française de ski. C'est ça. Michel Bion, qui est encore... Enfin, il y avait une belle équipe, Enfin, une belle équipe. C'était pas facile. Tu sais, après 73, ouais. Moi, je suis arrivé en 78, et on a essuyé un peu les plâtres. Alors, Thierry a fait partie l'équipe avant moi, qui a pris quand même des bonnes claques dans le museau. On s'est bien fait démonter. On y reviendra. Comme au sens figuré. Et on y reviendra, un de ces quatre. Ouais, il était comme mon grand frère, parce que d'abord, il joue très très bien au football, il joue très bien au tennis, il est hyper polyvalent, il joue très bien au baby-foot. Donc c'était Mesou. Et alors Thierry Menet, il a fait le championnat du monde en 78 à Garmisch. Il faisait partie des 4 sélectionnés en géant et en slalom. Et malheureusement, pour la petite histoire, sur les 4 sélectionnés en géant, il y en a 3 qui se mettent au tapis. Un Mesou. Il en faisait partie. Ils se sont fait démonter par la presse, totalement. Et on s'est même trouvé blessé à la sortie. Donc, moi, j'ai pas pu faire le slalom derrière. Je m'étais fracturé la cheville. Donc, Alain Navillot avait fait une grosse chute. Et puis... je ne sais plus le quatrième. Gilles Mazega était le seul à l'arrivée. Il était 18e devant un très grand champion qui s'appelait à l'époque Gustavo Toeni, qui était en fin de carrière. Waouh, ah oui, en effet. Et alors maintenant, Thierry, il est coach adjoint de l'équipe suisse. Grosse année, hein, Thierry, cette année 2020, malgré tout. Oui, c'est sûr qu'on a fait une très très belle saison. On a pas mal travaillé déjà depuis moi, c'est ma 5e année que j'ai rejoint Matteo Joris. J'ai eu l'opportunité d'avoir cette place en 2015 suite à la non-reconduction du poste de Steve Locher, qui était chef de groupe des techniciens, un ancien grand skieur. Oui, il était très très fort géantiste, un des meilleurs Suisses, avec Michael Van Gruningen. Et donc, je connaissais bien Matteo Joris et c'était un petit peu dans un coin de ma tête quand j'ai eu tous ces jeunes que j'ai formés, que j'ai eu entre 2010 jusqu'en 2015. J'ai vu passer beaucoup de jeunes athlètes. J'ai commencé à m'occuper de ce programme junior. Et donc, j'ai eu disons, sur les 8 qu'on a dans les 50 meilleurs mondiaux actuellement, 6 ont été entre mes mains entre 2010 et 2013. Donc, c'était déjà des bonnes années d'âge. Donc, je ne les ai pas eus très longtemps parce qu'ils ont flambé de mille feux sur les terrains suisses, sur les programmes juniors. Et donc, ils sont vite montés dans les cadres nationaux, en Coupe d'Europe jusqu'à la Coupe du Monde. Et donc, au bout de 5 ans, j'avais vraiment l'envie de les retrouver au plus haut niveau et de revenir... parce que j'avais été un petit peu, je dirais, écarté maladroitement de l'équipe de France de ski en 2007 à cette époque. Et donc, j'avais toujours souhaité, parce que j'ai toujours eu cette passion qui m'animait en tant qu'entraîneur, de revenir un jour au plus haut niveau avec cette équipe que j'avais entre mes mains dans le programme junior. Parce que je savais que je détenais des très très grands skieurs. Et je me suis dit que si on ne réussirait pas avec ces athlètes comme Ernie, comme Yule, comme Zenhausen, comme Murisier, qui est devenu un très bon géantiste mais qui a eu beaucoup de blessures,
eh bien, on ne réussirait avec pratiquement aucun slalomeur. Donc, il n'y avait pas beaucoup de talent, hein, mais c'était des très grands skieurs qui sont venus à un très bon niveau avec beaucoup de travail, je dis. Alors Marc, justement, c'est la particularité de Thierry Ménet, c'est justement de suivre ses coureurs. Sa particularité, c'est d'être un peu dans la tête, hein, je veux dire, de ses champions. C'est cette partie humaine qui est très importante de Thierry. Oui, Matteo Joris nous en a parlé l'autre jour. Mais tu sais, Thierry Ménet, l'année prochaine, il va fêter 40 ans. 40 ans d'entraîneur. 40 ans d'entraîneur maison. Il a commencé en 84, il avait fait les Français. J'ai commencé en 82. Donc je vais faire ma 39e année pour pas dire la 40e. Wow. Mais c'est la 39e année. Mais j'ai fait 9 blocs, exactement, 9 périodes de 4 à 5 ans. Je veux pas revenir sur mon passé, hein, c'est l'avenir qui nous intéresse, mais c'est vrai que mon collègue Gilles Brognier, qui était longtemps un des entraîneurs les plus assidus pour le ski français, qui vient de partir à la retraite ce printemps-là, qui vient de terminer parce qu'en France, on est à la retraite à 62 ans, je crois, 62, 63 ans. Ça dépend, oui. En Suisse, c'est un peu plus long. Nous, en Suisse, on doit travailler jusqu'à 65 ans. Mais je veux dire que Gilles a fait 38 années de carrière. Et là, cette année, je le dépasse. Donc, mais c'est vrai que c'est pas donné quand même à tout le monde, sans prétention aucune, de continuer à exister parce que c'est quand même, on n'est pas des entraîneurs comme dans certains sports, comme dans le football ou quoi que ce soit, où on brasse beaucoup d'argent. C'est médiatique, c'est sûr, mais ça n'a rien à voir avec d'autres sports. Mais on va pas se plaindre, on fait un très très beau sport. Et je vous dirais franchement que je n'ai pas vu passer mes 39 années d'entraîneur parce que le temps passe trop vite. Alors avant de parler technique avec Marc, justement Thierry, quel est ton rôle avec Matteo Joris? Comment vous distribuez le travail avec tous les entraîneurs d'ailleurs, hein, parce que vous êtes une multitude? Disons qu'on est une multitude. Au fil des saisons, on a demandé à valider un petit peu notre travail qui se mettait en place au fil des saisons, depuis 5 ans, disons, que je suis avec Matteo. Moi, j'avais tellement donné au front en tant que chef d'équipe. Quand je suis arrivé, j'ai dit à Matteo, on se connaît, on s'est côtoyé quand moi j'avais la relève suisse. Lui, il était avec le comité en Italie, voire le cadre C en Italie. Donc, on se connaissait indirectement, on se voyait régulièrement toutes les saisons. Donc, je connaissais la personne et on a été franc du collier. Il m'a dit, Thierry, tu veux prendre l'équipe? Je lui ai dit, non, je te la laisse. On travaille en commun. Et moi, j'avais assez donné en tant que responsable. Et je lui ai dit, je serai à tes côtés et je serai resté à ma place parce que j'ai toujours été devant. Donc, puis moi, voilà, je suis en fin de carrière, donc voilà, j'étais bien où j'étais, revenant au plus haut niveau avec mes Suisses. Non mais donc, justement, c'est quoi tu fais quoi avec plus particulièrement avec les coureurs? Disons que je suis coach responsable du groupe technique en slalom, du planning d'entraînement qu'on met en place avec Matteo au printemps. Il est clair que les programmes d'entraînement, on est un des rares sports à faire 6 à 7 mois d'entraînement pour 4 mois de compétition. Hein. Donc, vous imaginez bien que le travail se fait quand même en amont sur cette période d'entraînement. Et ce qui nous importe, c'est de crédibiliser nos plannings d'entraînement de manière à arriver en pleine forme au début de saison, c'est-à-dire pour le 15 novembre, pour nous en ce qui nous concerne, pour le premier slalom de Coupe du Monde. Donc, on met en place tous nos stages d'entraînement, toutes nos journées d'entraînement spécifiques en slalom ou en géant ou en parallèle, parce que même si on a un groupe de slalomeurs, on fait beaucoup de travail à côté en géant et aussi en slalom parallèle, de manière à ce que le travail dans une discipline ne brûle pas nos athlètes au niveau du nombre de journées qu'on pourrait mettre en application sur le terrain. Donc, c'est très important.
le changement de discipline de manière à garder cette, cette fraîcheur mentale et cette fraîcheur physique pour avancer dans le temps d'un mois sur l'autre. Et donc, et on doit aussi être très très crédible au niveau de la préparation des pistes. Et je pense que avec Matteo Joris, depuis 4-5 ans, on a vraiment évolué, en tout cas en ce qui nous concerne, de proposer les meilleurs stages d'entraînement, les meilleures journées d'entraînement, de manière à ce que quand on arrive en début de saison, qu'on soit prêt à aller au combat et à se battre face à nos principaux adversaires qui étaient Hirscher et Christophersen et Clément Noël maintenant. Je parle aussi au niveau des meilleurs slalomeurs du monde actuellement. Voilà. Alors vous allez parler un petit peu technique. Moi, je vais être spectateur maintenant. Marco, on va rentrer justement. On parlait des pistes et de cette préparation, tout ça. C'est hyper important, Marc. Oui, de toute façon, en plus, Mesou, ça fait 40 ans qu'il est dans le circuit. Il sait très bien l'évolution des qualités de neige et surtout l'évolution des tracés. On en parlera un petit peu plus tard, si tu permets, Mesou. Thierry, mais l'évolution des tracés qui a vraiment beaucoup changé l'année dernière. Enfin, en tout cas, l'hiver qui vient de s'écouler, ça a été des grandes discussions sur les formes de tracés, sur les écarts verticaux, puisque Christophersen nous avait fait un commentaire là-dessus. C'est ça. Mais avant d'attaquer ce sujet-là, Thierry, moi, je vais juste expliquer que le complément entre Matteo Joris et Thierry, c'est que les deux sont des excellents techniciens, ils savent de quoi ils parlent, mais tu as toujours besoin dans une équipe d'un coach qui met le feu, qui s'emballe et qui fait beaucoup de choses. Et tu as besoin d'un coach qui sait parler, qui rassure ses athlètes, qui a un côté presque plus sentimental, plus proche. Il y en a un c'est ça la complémentarité que nous, Thierry, on l'a pas eu. On l'a pas eu nous en France, malheureusement, à notre époque. Et c'est justement pour ça que Mesou, il a tellement souffert de ça, parce que quand on était à l'équipe, désolé de revenir en arrière, mais il a souffert du fait qu'on s'occupait de certains athlètes et pas de tout le monde. Thierry depuis ce moment-là, je peux te dire, Thierry, il a balayé cette notion-là pour se dire tout le monde est à la même enseigne, que tu sois Yule ou que tu sois les petits jeunes. Il a traité tout le monde de la même manière. Et on sait très bien que ces athlètes-là, le mental, c'est énorme, n'est-ce pas, Thierry? Je confirme, oui. Moi, c'est-à-dire quand j'ai terminé ma carrière en tant qu'athlète auprès des équipes de France de ski, c'était l'année 1981. Donc, j'ai passé mes diplômes d'entraîneur parce qu'on me voyait vraiment, on me disait, beaucoup de personnes autour de moi, dans mon entourage, me conseillaient de m'orienter vers une carrière d'entraîneur parce que j'avais plus ou moins le profil donc de faire cette carrière d'entraîneur. Et j'étais relativement intéressé. Donc, moi, c'est sûr que j'ai souffert en tant qu'athlète du manque de communication de certains de mes entraîneurs. Et bon, on va pas revenir sur le passé. Moi, j'étais un très très bon skieur à l'entraînement. J'étais doué. J'avais vraiment des bonnes bases en géant et en slalom. Je faisais partie des 60 meilleurs skieurs du monde en géant et en slalom, même s'il y avait beaucoup moins de concurrence à l'époque. Mais je veux dire que il m'a manqué des bases physiques, c'est sûr, des bases mentales. Et je trouvais que on faisait vraiment abstraction à ce moment-là des relations humaines du staff athlète, les relations entraîneur-entraîné. Et donc, je me suis dit, quand je me suis balancé dans cette carrière d'entraîneur, j'ai dit, tu vas essayer si tu fais carrière, Thierry, tu vas essayer de communiquer un petit peu là où tes anciens entraîneurs ont échoué un petit peu avec toi. Donc, et je me suis ça a toujours été mon cheval de course, et je me suis vraiment orienté, et ça a été ma philosophie tout au long de ma carrière, et je n'ai jamais dérogé un seul instant de ce processus-là. Je me suis dit que c'était quand même une base, parce que c'est quand même un sport individuel dans un collectif, donc c'est vraiment un sport très très complexe, le ski alpin. Et d'où le métier d'entraîneur qui n'est pas simple à manager. Donc, j'ai essayé d'avancer un petit peu dans ma carrière, d'où l'importance que j'ai eue antérieurement à avoir fait des blocs de 4 ans ou 5 ans partout où je suis passé. Et toutes ces expériences que j'ai eues, que ce soit quand j'ai commencé ma carrière en 82 avec le comité régional, ensuite avec la Coupe d'Europe pendant 4 ans, ensuite avec la Coupe du Monde en France pendant 4 ans,
avant d'aller chez les filles en Suisse pendant 4 ans. Après, j'ai eu 5 ans au Canada. Donc, ça me ramène au début des années 2000-2003. Donc là, j'ai appris beaucoup et je me suis remise en question en permanence parce que c'était vraiment quelque chose. Voilà, je me suis servi de toutes ces expériences-là qui m'ont fait avancer. Et je pense que le fait d'avoir aussi côtoyé différents systèmes à l'étranger, ça m'a permis d'apprendre les langues aussi, l'allemand, en ce qui concerne la Suisse, l'anglais quand je suis allé au Canada, et j'ai vu d'autres moyens de fonctionnement avec moins de moyens pécuniaires, avec plus de moyens financiers chez nous ici en Europe, mais ça m'a fait ouvrir les yeux et j'ai eu de la chance, entre guillemets, d'avoir, parce qu'on ne choisit jamais dans notre sport notre staff comme on voudrait, comme le font plus ou moins les footeux à leur niveau. Donc nous, on prend des fois les entraîneurs qui sont là parce que c'est comme ça. Mais je veux dire que j'ai jamais été déçu. Toutes ces périodes de 4 ou 5 ans que j'ai affrontées, eh bien, je retire que du positif et ça a été très très riche tout au long de ma carrière et c'est ce qui m'a permis d'avancer et d'être toujours présent parce que si j'ai toujours respecté mes contrats, parce qu'on n'avait pas des contrats de 4 ans, moi j'ai toujours eu des contrats d'1 an renouvelables. Ah oui, c'est ça. Tu vois, Franck. Ouais. Donc c'est compliqué. Je veux dire que moi, dès que j'ai commencé le métier d'entraîneur, je ne savais pas ce que j'allais faire l'année d'après. Donc au début, tu es célibataire, tu n'as pas de vie de famille, mais en 93, quand j'ai connu ma femme en Suisse, à Zermatt, on s'est mariés, je l'ai connue au début des années 90. Si j'avais pas eu ma femme qui m'a beaucoup aidé dans ma carrière, dans la gestion de ma carrière, qui m'a soutenu dans les moments difficiles, dans les moments au quotidien, eh bien, même avec mes filles, nos filles, elles ont maintenant 23 et 26 et 25 ans, eh bien, sans ma famille, je ne serais plus là. Il faut gérer. Il faut gérer les champions et il faut gérer aussi sa carrière, ce qui n'est pas tout simple. On va peut-être revenir sur cette année, sur les pistes un petit peu. Voilà, que Marc, je te laisse prendre les commandes pour cette année 2020, qui a été formidable pour l'équipe de Suisse. Thierry, Henrik nous a parlé l'autre jour, mais tout l'hiver, ça a été des grandes discussions. C'est pas depuis cet hiver, on le sait très bien. Les formes de tracé par rapport aux qualités de neige, par rapport aux pentes. Cet hiver, c'était beaucoup plus dans l'axe de piste, tu sais très bien, avec des parcours hyper serrés dans l'axe. Henrik disait que c'était un nivellement par le bas. Chacun a des options différentes, il nous l'a expliqué. Toi, évidemment, tu en as tracé, tu en as vu, tu observes. Les coachs, des fois, se font pas de cadeaux. Qu'est-ce que tu en penses, toi, sincèrement? Oui, c'est sûr que les préparations de piste en 20 ans, 30 ans, 20 ans de carrière au plus haut niveau, les préparations de piste ont beaucoup changé. Même si ça a toujours été très difficile de gagner en Coupe du Monde au plus haut niveau, de tout temps, je veux dire. Les préparations de piste, nous, quand on courait, et puis après mes 15 premières années d'entraîneur, ça n'avait rien à voir. Le terrain, c'était de la neige artificielle, mais voilà, sans plus. Il y avait jamais on mettait jamais de l'eau, on n'injectait jamais les pistes comme on les prépare maintenant. Donc, il est certain que le degré de difficulté des pistes a aussi évolué. C'est plus des pistes très 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 faciles comme à l'époque. Mais c'est surtout ce qui fait la différence, ce sont les tracés qui ont beaucoup évolué et puis les préparations de piste. Ça, c'est 2 points très, très importants. Là, en 5 ans, moi, j'ai vu, quand j'ai quitté l'équipe de France en 2007 et que je suis revenu après avoir passé 8 ans auprès des programmes juniors pour me reconstruire, parce que j'ai perdu ma place et avant de revenir en Coupe du Monde, ça prend un certain temps, surtout quand on est écarté tardivement dans la saison, en fin de saison, au mois d'avril. Donc, je me suis posé et je me suis ressourcé avant de repartir au combat.
eh bien, depuis 2015, quand je suis revenu en Coupe du Monde, eh bien, les préparations de piste et les tracés, ça n'avait plus rien à voir. En 7-8 ans, depuis que j'avais laissé l'équipe de Jean-Pierre Vidal et Jean-Baptiste Grange en 2008. Voilà. Mais qu'est-ce qui explique cette évolution des pistes qui est apparemment que les coureurs ne souhaitent pas d'ailleurs. Enfin, c'est assez négatif. Disons que tu as raison, Franck. Ça a été de temps en temps poussé un petit peu à l'extrême. Et on a souvent mis beaucoup trop d'eau. Déjà, il y avait une première préparation initiale. Quand on arrive en début de saison, les organisations de Coupe du Monde organisent eux-mêmes leurs propres pistes. Et des fois, la FIS, par-dessus, estime que c'est pas suffisamment, que la piste ne va pas résister. Donc, on est allé un petit peu au-delà de certaines limites parce que c'était aussi traumatisant pour les athlètes. Nous, le fléau du ski, c'est le dos et les genoux. Et donc, ça, c'est le mal du skieur. Donc, les opérations du genou et puis le dos, si on n'est pas à 100% actuellement dans les conditions sur lesquelles on skie, eh bien, on peut ranger les skis au placard et puis mettre les skis au grenier et puis faire autre chose. Hein. C'est devenu ça nous amène Thierry et Marc, ça nous amène sur le matériel. Là aussi, Marc, le matériel, c'est phénoménal aussi cette évolution. Oui, Thierry le sait. Il le sait aussi bien que moi, bien sûr. Il est avec les Suisses. Il a une armada. Il a des gars sur toutes les marques, hein, quasiment. Donc, évidemment, c'est un combat. C'est pas facile. On sait très bien. Hein, on a entendu Christopherson. Matteo nous a expliqué que c'était vraiment un truc qui lui plaisait depuis très très longtemps. Tout va avec. Et le rôle du coach, comme à Thierry, c'est d'être capable de prendre du recul aussi. Quand le mec, il est super fort skieur, mais qu'il a un souci de matériel. Il a un souci comme le pilote de Formule 1, qui a un problème avec les gommes de pneus, qui a un problème de moteur. Ça, c'est le secret entre nous. Il le sait, Thierry. On va pas taper sur la tête des marques, mais il y en a qui ont beaucoup souffert et qui n'avaient pas d'autre option. Et là, la difficulté pour Thierry, qui lui joue sur le mental, un mec dont les skis n'arrive pas, entre guillemets, il n'arrive pas à les tourner ou les pompes, il tourne carré. On parle entre nous. C'est pas le plus simple aujourd'hui. C'est pas le plus simple. Non, c'est sûr. Tu as entièrement raison, Marco, d'en reparler parce que actuellement, si tu n'as pas le matériel au plus haut niveau, tu peux oublier la performance. Donc, c'est très important, nous, d'être au plus haut niveau et d'avoir des leaders qui sont capables de gagner. Ça nous permet aussi d'avoir beaucoup de support avec tout notre écosystème qui gravite autour de toutes les fédérations et d'avoir le meilleur matériel possible pour que nos athlètes puissent se battre à armes égales avec les Christophersen, les Clément Noël, en ce qui me concerne, dans notre discipline, avec Hirscher qui n'est plus là. Mais vous savez, quand Hirscher il prenait le départ d'un slalom ou d'un géant, et puis il était toujours devant avec sa marque atomique. Donc nous, il ne fallait pas qu'on arrive avec une 2 chevaux. Hein. Une 2 chevaux, elle ne peut pas rivaliser avec une Ferrari. Hein. Donc voilà. Donc nous, on a beaucoup travaillé, et ça, c'est une des qualités aussi au sein de notre équipe. On a vraiment un staff où on a vraiment travaillé en étroite collaboration et on a beaucoup avancé depuis 5 ans à être très très proche du matériel. C'est une des qualités de Matteo qui suit de très très près le matériel. Donc on se marche pas trop sur les plates-bandes. Moi, globalement, je connais tout le matériel, celui qui est efficace, celui qui peut être encore plus performant. Donc on travaille dès qu'on reprend le ski au mois de juillet, on avance avec notre nouveau matériel, mais on sait ce qu'on a sous les pieds. En ce qui concerne les Ramon avec Rossignol et puis Yule avec Fischer, on sait que ces deux firmes qui sont au plus haut niveau et qui ne seront pas en manque de résultats, en manque de performance par rapport à Atomic. Donc là, il y a aucun doute. Mais voilà, pas tout le monde a le bon produit. Je vais prendre un exemple concret. Il y a 2 ans, jusqu'en 2018, on avait Yule, Ramon, Zenhauser et puis Luca Erni qui était dans le top 7 mondial en fin de saison, à la finale de la Coupe du Monde à Åre. Donc 3 skieurs d'une même nation dans le top 7, ça c'est bien. Eh bien,
on en a perdu un depuis 2 ans. Il a disparu petit à petit parce que ben voilà, toutes les marques n'avancent pas comme elles voudraient le faire. Et bien voilà, Salomon a vécu des moments difficiles. Pas forcément avec tous les athlètes qui étaient sur Salomon. Un Victor Mufajandet qui a son propre ski. Eh bien, Luca Erni ne peut pas skier avec le ski d'un Victor Mufajandet, avec la même chaussure Salomon que Victor Mufajandet. Donc, il faut bien déjà apprendre à connaître l'athlète, apprendre comment il évolue avec son matériel pour savoir comment, eh bien, on a essayé de se remettre en question, d'avancer avec la firme. Parce qu'on est tous dans le même bateau quand ça va pas bien. Eh bien, Luca Erni, on l'a perdu l'année dernière, il y a 2 ans, et on l'a perdu encore un petit peu cette année, même si son début de saison était beaucoup plus positif que l'année d'avant. Mais ça n'a pas été suffisant. Eh bien, tu perds 1 an, tu perds 2 ans, et bien maintenant, Luca Erni se retrouve 50e mondial. C'est cuit. Voilà, pour parler de. Donc ça va très très vite, vous voyez. Parce que on est d'accord, Marc, le matériel va avec le skieur, hein, ce que vient de dire Thierry, c'est-à-dire que on peut pas normaliser le matériel. Ça va ensemble, quoi. Oui, et en fait Thierry le sait, et pour que tout le monde puisse bien comprendre, on va dire les néophytes ou les gens qui sont dans le système du ski, c'est la même transposition qu'en Formule 1 ou en moto. T'as beau être le meilleur pilote du monde et à un moment donné, les Mercedes ont été meilleurs que les autres parce qu'ils avaient ceci, eh ben, c'est la même chose dans le domaine du ski. Il y en a qui avancent un peu plus vite. Il y en a qui prennent d'autres options sur les qualités de ski, sur les torsions, sur les qualités de chaussures. Ça veut pas dire que ce soit les moins bonnes du tout. Simplement, c'est des options. Et le Thierry le sait, c'est exactement la même chose que la Formule 1 et la moto. C'est la même chose, hein, Thierry. Et puis maintenant, pour en rajouter un petit peu, au niveau du matériel, de l'évolution du matériel, nous, on doit transcrire ça aussi par rapport aux différentes qualités de neige. Des fois, on a des neiges dures, on a des neiges extrêmement gelées, on a des neiges et la température. Un petit peu plus. Et la température. Il y a les températures avec le réchauffement climatique. Donc, je vais vous dire une chose très concrète. Il y a 2 ans, pas la présente saison, hein, mais l'année d'avant, on a fait sur 10 slaloms, on a fait 6 slaloms sur des neiges qui transformaient, qui revenaient sous le pied, donc qui marquaient un peu plus. Donc, le ski qu'on avait, que la firme avait travaillé pour être efficace sur de la neige dure, eh bien, maintenant, il faut toujours se remettre en question et réadapter le matériel. Il faut faire différents setups au niveau du matériel, au niveau des chaussures, des angles des chaussures, et tout ça, eh bien, on doit avancer pendant 6 à 7 mois. Et c'est la raison pour laquelle les 6 ou 7 mois ne sont pas forcément de trop pour préparer une saison et donner des résultats au plus haut niveau quand la saison commence le 15 novembre, vous voyez. Parce que, et en plus, à partir de là, il y a aussi les tracés, comme Marc avait dit tout à l'heure. Il peut y avoir des tracés à 12 mètres, des tracés à 11 mètres, des tracés à 8-9 mètres en fonction de la difficulté de la piste. Et ça, c'est très pointu. Donc, c'est à nous de faire vraiment de bien analyser chaque saison, de voir ce qui a été fait au niveau des tracés, au niveau des qualités de neige. On prend tous ces renseignements, on garde tout avec nous et on essaie d'avancer et de toujours exploiter au mieux le potentiel du matériel de l'athlète et de l'athlète avec une bonne santé physique, être prêt dès qu'on commence l'entraînement. Bon, là, ils ont repris depuis bientôt 1 mois la préparation physique parce qu'on a terminé la saison 1 mois avant la fin. Donc, on a recommencé 1 mois plus tôt. Et ben voilà, ça fait que c'est un sport très complexe, Franck. Oui, et puis Thierry, l'arrivée de jeunes comme Clément Noël qui rajoute une nouvelle technique, Marc nous en parle souvent dans son émission du débrief, voilà, c'est une donnée supplémentaire à prendre en compte avec des nouvelles techniques qui arrivent chez les jeunes, de chez les jeunes, oui. Ben oui, hein, comme dans tous les sports, il y a une nouvelle génération qui arrive. Ils ont les pieds rapides parce que nous, on fait une discipline où il faut avoir une vitesse de pied excellente. Il faut avoir un timing excellent. Il faut avoir une précision entre les portes, une adaptation au niveau de la précision gestuelle, cette coordination motrice qui fait que sans cela,
eh bien, on a du mal à se battre avec ces nouveaux talents qui pointent, comme Clément Noël, qui fera une carrière ben, voilà, exceptionnelle, mais on va essayer de le contrer quand même, entre nous soit dit, au maximum. On va pas le laisser gagner. Bon, cette année, on a gagné autant que lui, hein, avec Daniel Hughes. Et là, ils ont gagné chacun 3. Et si Daniel était passé à la deuxième manche à Chamonix, il était en tête après la première manche. Comme ça a été le dernier slalom de la saison, c'est fou, hein. On a terminé notre saison en slalom le 10 février. Après, on n'a pas pu recourir au Japon. C'était pas pour le corona, hein, c'était pour une raison de vent. Mais si Daniel passait, et Dieu sait s'il était parti fort à la deuxième manche à Chamonix, il lui suffisait de faire un podium et il aurait eu le globe de slalom. S'il faisait top 3. Il aurait gagné pour quelques points d'avance sur Christophe Hersen et Clément Noël. Mais bon, voilà. Alors, on a eu un petit coup de frustration, mais on s'est bien battu. Et pourtant, Daniel, c'est un travailleur. Hein, mais il se transforme avec d'autres qualités qu'il a. Lui, c'est un guerrier, c'est un mental d'acier. Et il arrive à se faire violence et à pouvoir rivaliser avec un Clément Noël qui est un fin skieur et qui est très précis. À nous d'évoluer avec nos propres qualités sans regarder trop ce que font les autres. Avant de conclure, Marc, là on voit tout de suite le compétiteur, hein, il veut gagner, il veut être devant et on va battre Clément Noël. L'équipe 6 va battre Clément Noël, hein, Marc. Hein. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Moi, je reviendrai, si tu me permets, Thierry, sur le... Parce que personne sait, on parle effectivement de qualité de neige et on parle des tracés. Et sache qu'en général, un gars qui trace, moi aussi j'ai des diplômes d'entraîneur, comme vous, mais je suis pas en Coupe du Monde, mais il sait que on trace toujours, on a un peu des types de tracés. Il y a des gens qui tracent très empilés, plus dans l'axe, des gens qui tracent très tournants, il y a des gens qui tracent sur des rythmes lents, sur des slaloms, le coach de, comment ça s'appelle ça en anglais, de riding, lui te fait des trucs complètement à l'envers. Je veux dire. Et là. Et oui, mais bon, voilà, faut pas trop lui en vouloir. C'est à nous aussi d'avancer et de se mettre dans ces dispositions-là. C'est la raison pour laquelle, quand on prépare chaque Coupe du Monde, entre nos Coupes du Monde l'hiver, on a une semaine, voire 2 semaines, des fois, de préparation. Eh bien, nous, ce qui fait un peu notre force, sans prétention aucune en Suisse, depuis que je travaille avec Matteo, on essaye toujours, dès qu'on a la Coupe du Monde qui est finie, le lundi, on est déjà sur le site de notre prochaine coupe qu'on va simuler et on va préparer la piste en fonction de la déclivité de la piste qu'on aura quand je prends un exemple sur Adelboden ou bien sur Zagreb et on fera, tout est calculé, mais c'est très très important et d'où l'importance aussi de s'entraîner aussi de temps en temps avec certaines équipes, parce qu'il y a beaucoup de monde qui veulent s'entraîner avec nous, tu vois, Franck. Ouais. Et ça, c'est à nous aussi de choisir quels sont ceux qui peuvent s'entraîner avec nous, quels sont ceux qui vont nous... C'est important de s'entraîner aussi avec Clément Noël, parce que y a une émulation qui se crée. Parce que nous aussi, c'est pas qu'ils se protègent si on s'entraîne que nous à l'intérieur de notre équipe, mais ils ont besoin d'avoir d'autres athlètes au plus haut niveau. Et c'est ce qui fait notre force. Et je sais que nous, on lâche rien avec Matteo au niveau des préparations de pistes et au niveau du matériel. On lâche rien avec nos firmes qui nous entourent. C'est notre focus. C'est primordial. Depuis 5 ans, on met vraiment l'accent là-dessus. Et sans ça, il n'y a pas de performance, il n'y a pas de résultat. Et ça, c'est vraiment un point à faire ressortir. Rien n'est laissé au hasard, hein, Marc. Non, rien n'est laissé au hasard, Franck. Pour conclure ce que tu dis, Mézou, c'est que quand il part sur la station suivante, qui sait, parce qu'ils savent qui va tracer aussi. Ils savent quel va être le traceur de la course. Sur la course. Hein. Ouais. À la fin de la course. Donc si tu veux, en tout cas, il y a des options on sait. Donc du coup, effectivement, tu sais, un athlète, parce qu'on croit que la neige c'est la même, elle est blanche, certainement, on en a souvent parlé, mais elle n'est pas que blanche. Les qualités de neige, elles sont différentes. Et Mézou, il a bien dit. En tout cas,
cette année, Mesou, de mémoire, je t'ai appelé 2-3 fois. Vous étiez deuxième manche, vous étiez 8 au départ, ou 8 Suisses au départ de la deuxième manche. Alors, on n'a jamais été 8, mais on a été 7. On a été 7, mais très souvent 6. Et je pense que quand on en a 6 en deuxième manche, voire 7, mais on n'a jamais pu mettre le quota complet parce que le 8e qui arrivait pour se qualifier, il sortait forcément un Suisse qui était entre 25 et 30. Donc, mais on n'a jamais fait le carton plein et c'est arrivé très rarement. Mais on travaille là-dessus, mais on travaille aussi sur autre chose, c'est que on a dans un petit coin de nos têtes, avec nos deux leaders qui sont numéro 3 et numéro 4, on ne veut pas s'arrêter en si bon chemin. Et notre objectif pour la prochaine saison, enfin mon objectif personnel, mais qui est aussi celui de mes collègues à l'intérieur du team, parce qu'on est très unis, l'union fait la force, on est un bon team et on essaye de garder cette colonne vertébrale au niveau du staff depuis 5 ans, parce que sans stabilité, ça c'est un point aussi à faire ressortir. Bien sûr, sans stabilité, il n'y a pas de performance. Alors c'est très important. L'objectif, Thierry? Donc l'objectif, c'est continuer, c'est confirmer tout ce qu'on fait depuis, ce qu'on a mis en place depuis 3-4 ans, mais rester humble, se remettre en question, garder la santé pour nos athlètes, surtout qu'avec le corona, on ne sait pas ce que le ski après coronavirus va devenir. Donc ça, c'est aussi, on part un petit peu dans l'expectative actuellement. On sait que nous, on est passé, on a fait presque notre saison complète la saison dernière, et que là, on est dans une période de transition où nos athlètes peuvent se préparer physiquement. Est-ce qu'on pourra reprendre le ski décemment à partir du début juillet? C'est tout le mal qu'on se souhaite. Bien sûr. Et puis qu'on puisse commencer notre saison normalement à Solden pour les géantistes et le 22 novembre pour les slalomeurs. Mais ça, c'est pas gagné, donc on n'en sait rien. Il y a encore une nouvelle, Thierry, il y a encore une nouvelle gestion à faire de l'humain avec cette période difficile. Finalement, chaque saison est complètement différente chaque année, de toute façon. Bah oui, c'est sûr, c'est clair que ça sera quelque chose de différent cette année. Mais en tout cas, on va faire comme si de rien n'était, comme si on allait faire une saison normale. Et puis, on n'a jamais, moi en tant qu'entraîneur, j'ai jamais eu cette opportunité d'aller chercher le Graal, à savoir le globe de slalom en tant qu'entraîneur. C'est beau. Donc, on va se donner tous les moyens, en tout cas, on va faire le maximum pour aider nos athlètes à garder la santé et puis à se préparer à de nouvelles victoires et aller chercher voilà. Parce que de toute façon, il ne faut pas se leurrer. Maintenant, à chaque fois qu'on prend le départ d'une course, on joue le podium ou on vise la gagne. Bien sûr. Ils sont là pour ça. Parce qu'une carrière passe très très vite. Et bien trop courte. Donc, il ne faut pas remettre au lendemain ce qu'on peut faire le jour même. Et donc, mais on a des athlètes qui deviennent de plus en plus crédibles, de plus en plus qui ont pris vraiment du poids. Et je pense que le meilleur reste à venir, en tout cas en ce qui nous concerne. C'est tout le mal qu'on se souhaite. Et puis, je voudrais, pour terminer cet entretien, dire un grand merci quand même à ma petite femme qui m'a vraiment soutenu et vraiment poussé quand il a fallu partir en Suisse, prendre l'équipe féminine en 94. Je suis resté 4 ans avec les féminines suisses. Le ski français, à ce moment-là, on avait des fulgurances avec les Franck Picard avant l'avènement de Luc Alphand, qui commençait à pointer le bout de ses spatules avant qu'il gagne le Gros Globe en 97. Mais on n'était pas une grande nation du ski à ce moment-là encore. Mais on commençait à avancer correctement. Mais quand mon directeur qui était en France à ce moment-là, en 94, il a terminé son contrat, Théo Nadig, et il m'a dit: Thierry, est-ce que tu veux venir avec moi pour prendre les filles suisses Donc, ma femme est en Suisse. Elle m'a dit: mais Thierry, ça ne se refuse pas un emploi pour le ski suisse. Mais à ce moment-là, ce n'était pas évident quand même de traverser la frontière parce que je n'avais pas trop appris l'allemand à l'école déjà. Donc, mais ça serait à refaire. Je ne changerai rien de toute ma carrière d'entraîneur. Et c'est grâce à ma femme qui m'a tendu la perche et qui m'a poussé un petit peu dans mes derniers retranchements. Et ça m'a permis d'avancer dans ma carrière d'entraîneur et de me remettre en question. Et après, c'était la même chose quand je suis parti au Canada.
partir au Canada alors que j'avais une fille qui avait 3 ans et ma femme était enceinte de la deuxième, eh bien, chapeau. Et sans ma petite famille, je ne serais pas arrivé là où je suis arrivé. Et bien sûr, il faut aussi donner des résultats, Franck, dans le sport, parce que on ne dure pas 40 ans si on n'a pas des résultats. C'est clair. Et je veux pas, me mettre en avant, mais en tout cas, je suis fier du chemin que j'ai eu. Et je vais essayer de le faire encore quelques belles saisons. J'en suis à 6 Olympiades et je voudrais en faire une 7e en Chine. J'espère qu'on aura l'opportunité d'aller en Chine en 2022. Mais pour ceci, ça passe encore par une saison avec des championnats du monde cette année. Donc, on va essayer de briller sur la Coupe du Monde et sur les championnats du monde à Cortina d'Ampezzo. Et puis, chaque chose en son temps. Mais en tout cas, c'est que du plaisir et que du bonheur. Que du plaisir. Et après, voilà. Mais c'est toute une vie pour le ski, tu vois, Franck. Toute une vie pour le ski, c'est exactement ça. Alors on pourrait parler des heures, hein, bien sûr, avec Thierry. Ah oui, c'est sûr. Hein, ça c'est clair. En 1 heure, c'est difficile. Ça va être difficile, mais Marc n'a pas dit son dernier mot. Il va certainement t'inviter à nouveau et en direct et en vrai, quelque part sur la Coupe du Monde, Marco. Marc, un mot de conclusion sur Thierry. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Je l'ai dit tout à l'heure, c'est comme un grand frère. Donc, quand il parle comme ça, c'est des belles émotions quand même. Bien sûr. Quand il remercie sa femme et tout. Et je sais très bien, tu sais, quand je me déplace et que que j'ai la possibilité d'aller ou à Val d'Isère ou dans les Coupes du Monde, j'appelle toujours Thierry, on se retrouve le soir. On a toujours beaucoup de choses. On s'est vu cette année à Chamonix, on a parlé beaucoup de technique. On a parlé de ce fameux, on n'a pas eu le temps, mais on a parlé aussi d'islam parallèle. Bien sûr. Avec ses formes de tracé et tout. Mais Mezou, c'est un grand frère pour moi. Voilà. Mais tu vois, ma femme, elle m'a dit, quand je l'ai connue à Zermatt, il y a 25 ans en arrière, elle m'a dit, Thierry, après le mariage, je viens en France à la maison, je vais travailler à Genève. Elle a travaillé 25 ans dans le secteur bancaire à Genève. Et elle m'a dit, quand on reviendra sur Zermatt, on fera quelque chose. Et les 25 ans sont passés très très vite, Franck. Et je peux te dire que ma femme a tenu parole et je l'ai encouragée. Et il y a 5 ans, on a fait un petit lodge, un appartement-hôtel. Et donc, cet appartement-hôtel tourne très très bien jusqu'à ce que ce virus arrive, malheureusement. Comme toutes les stations. Passe à travers les mailles du filet pour l'instant. Bon, tant mieux. Là, elle est à nouveau complète pour l'ascension. Mais en tout cas, elle a tenu parole et on a fait notre appartement-hôtel. Et ça me ferait plaisir de vous inviter une fois, de connaître cette belle région dans le Valais suisse. Quel est son prénom? C'est Brigitte, Brigitte, ma femme. D'accord. Mais sans elle et sans nos petites filles, nos 2 filles qui ont grandi dans le ski, elles ont été très bonnes skieuses jusqu'au niveau FIS, mais elles ne sont pas allées au-delà. Mais elles m'en ont pas voulu, même si j'ai pas pu m'occuper beaucoup d'elles à une certaine période. Mais en tout cas, je dois tout à ma famille et surtout je dois tout à mon papa et à ma maman parce qu'on est une famille de frères et sœurs. On a été élevés dans le sport et sans mon papa qui a tout donné quand j'étais en équipe de France en tant que coureur, qui m'a payé les stages pour avancer dans ma carrière d'athlète. Et puis voilà, j'ai perdu mon papa il y a 2 ans au mois d'octobre. J'ai perdu ma maman au mois d'octobre l'année dernière. Et je dédie toutes ces performances à l'heure actuelle à ma famille, à mon papa et à ma maman qui me manquent énormément. Merci Thierry. En tout cas, mesdames, messieurs, vous en savez un peu plus sur Thierry Ménet. On est vraiment rentré dans sa vie et ça nous fait très plaisir, Marc, d'avoir autant d'humanité. Et cette humanité, on la retrouve chez les champions parce que voilà, il est tel qu'il est, Thierry Ménet. Quand on en a parlé tout à l'heure, il me dit, mais c'est Thierry Ménet, tu vas le découvrir, tu verras. Ouais, c'est un super mec. Génial. Disons que voilà, c'est comme ça. Moi, je m'adapte. Je suis bien avec Matteo. On a réussi par nos résultats à avoir un 3e entraîneur parce qu'on s'occupe quand même d'athlètes un petit peu polyvalents. Donc, on est très soudés et on avance en étroite collaboration. Tout le monde amène sa pierre à l'édifice et sans un staff entre guillemets de qualité et en complément les uns les autres. Eh bien, on ne peut pas arriver à l'heure actuelle parce que c'est un sport qui est très demandant, très exigeant.
mais qu'est-ce qu'on ne ferait pas pour ces athlètes qui sont très respectueux en Suisse. Je prends un énorme plaisir à travailler avec ces jeunes et surtout, comme je les ai eus à leur départ entre 2010 et 2013, de terminer avec eux ce chemin, c'est que du bonheur. Et donc, voilà, allez, on va essayer de briller encore. On va quitter les internautes puisque déjà 45 minutes sont passées, c'est absolument incroyable. On aurait encore, on serait resté toute la soirée, hein, Marc. Merci encore Thierry, merci beaucoup d'avoir pris du temps. Et Marc, il faut absolument inviter Thierry sur nos plateaux prochains pour ton ski débrief. Hein. Oui, ce ski débrief, je pense bien qu'on l'aura, j'espère bien. Si on va à Zermatt, évidemment qu'on ira voir Thierry. Mais une chose aussi, on pourrait même vous inviter l'un et l'autre sur une Coupe du Monde. Et ça sera avec plaisir, en tout cas, d'être sur le terrain et de vivre l'événement, proche de la course. Avec plaisir. Ça sera avec plaisir, mais en tout cas. On va quitter les internautes et on va faire l'inside tout de suite après. On fera l'inside pour l'équipe suisse du Bézou. Pourquoi pas. Mesdames, messieurs, merci Thierry, merci Marco, merci de nous avoir fait découvrir Thierry Ménet. Et puis on se donne rendez-vous à la prochaine fois avec quelques petites surprises qui sont en train de se préparer. Marco, il est dans sa marmite, il est en train de préparer des choses incroyables. Le sommet, voilà, je vous en dis pas plus. Merci les garçons, ciao ciao et à bientôt. Merci Franck, merci Marco et au plaisir. Ciao ciao. Bisous.